Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire protoxyde d'azote en médecine, comment repérer et accompagner vos patients. Je vous remercie de vous être connectés ce soir en espérant que du coup vous serez satisfaits voilà, de cette exposition et de ce webinaire pour améliorer vos connaissances et vous accompagner dans le repérage de vos patients consommateurs de protoxyde d'azote. Pour ce soir, nous avons l'honneur d'avoir le docteur Guillaume Griche, qui est maître de conférence des universités, praticien hospitalier du coup au CHU de Lille, à l'Institut Biochimie, marqueur biologique de la nutrition, le Centre Biologie Pathologie du CHU, et qui est aussi président de la filière N2O Protocide. Et nous avons le docteur Loez, donc, qui est médecin généraliste, élu de l'URPS Médecins Libéraux, qui est président du pôle prévention, promotion de la santé, éducation thérapeutique du patient. Bonjour. 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 Alors, je vous explique un petit peu les modalités du coup de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser en fin de partie. On reprendra les questions avec le docteur Loez pour les soumettre du coup au docteur Griche. Voilà, donc pour toute question, remarque, vous pouvez du coup mettre vos questions et remarques sur l'onglet chat et puis on tentera d'y répondre à la fin de chaque partie. Donc voici un petit peu le plan de ce soir de ce webinaire. En première petite partie d'introduction, le docteur Loez va vous expliquer la méconnaissance un petit peu du phénomène de consommation de protoxyde d'azote, enfin la méconnaissance du phénomène de protoxyde d'azote en médecine générale. Nous avons ensuite le docteur Griche qui présentera du coup son expertise sur le protoxyde d'azote, les défis cliniques, biologiques et l'importance d'une approche pluridisciplinaire dans la prise en charge. Et puis, on vous expliquera aussi un petit peu ce qu'on souhaite faire au niveau de l'URPS Médecins Libéraux, la quantification du phénomène de consommation de protoxyde d'azote, donc une courte expérimentation qu'on vous expliquera par la suite. Donc, je laisse la parole au docteur Loez. Oui, bonsoir. Alors, protoxyde d'azote, j'ai découvert un peu comme certains d'entre vous, je pense, il y a 8-10 ans, avec mon gamin qui ramassait des capsules sur le trottoir, parce qu'il aimait bien les trucs en métal, et donc il ramassait des petites capsules dont je ne connaissais pas du tout l'intérêt, l'utilisation. Et, et après, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul médecin à pas connaître ça, et qu'en interrogeant un peu mes confrères, personne trop savait ce que c'était que ce truc-là. Et donc, on a décidé au niveau de l'URPS de s'emparer du sujet et d'essayer d'améliorer un petit peu nos connaissances à tous. On s'est rendu compte que les données étaient essentiellement hospitalières et c'était des publics spécifiques, par exemple dans les prisons. Et que on n'avait pas encore complètement de recommandations médicales. Il n'y avait pas de guide de la HAS, par exemple, sur le protoxyde d'azote. Au cours des années, il y a quand même eu quelques campagnes de communication à destination du grand public, mais pas grand-chose au niveau des professionnels de santé. Du coup, on a fait un premier travail avec maintenant le docteur Guillaume Scomazon, qui n'était pas encore à l'époque, pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène. Donc, on a envoyé un questionnaire au cours de l'été 2023, vous l'avez peut-être reçu d'ailleurs, à tous les médecins généralistes des Hauts-de-France, et on a couplé avec un envoi postal pour 500 médecins au mois de septembre. On a pu récolter 130 réponses, et dont 128 des répondants étaient médecins généralistes. Il y avait un effet d'âge, donc il y avait plus de la moitié des répondants qui avaient moins de 40 ans, et de genre, donc 50%, 49% de répondants et l'intérêt, c'était pas limité au secteur urbain lillois. La moitié des personnes qui ont répondu étaient hors zone urbaine, et il y avait des réponses dans les 5 départements de la région. Alors, à peu près tout le monde était d'accord sur qu'il y avait une problématique, mais c'était
vraiment pas au niveau de la formation professionnelle que les gens étaient informés de ce qu'était le protoxyde d'azote. On s'est rendu compte aussi que, selon les médecins qu'on avait interrogés, le phénomène était peu rencontré en consultation, puisqu'il y avait plus de 2 tiers des médecins interrogés qui n'avaient jamais rencontré ou entendu parler de consommateurs dans leur pratique. Donc, logiquement, c'était un sujet qui, du coup, n'était pas abordé en consultation pour près de 70% des médecins. Et notamment parce que en ayant une insuffisance de connaissances, c'était pas forcément un sujet auquel on pensait et sur lequel on pouvait se sentir à l'aise. Alors je dis on parce que je fais partie des répondants et voilà, j'ai pas du tout de problème à dire que j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Et pourtant, quand même, on voit bien que le phénomène prend de l'ampleur, puisque quand vous allez vous balader, Guillaume là va vous montrer un peu les formes qui sont plus les petites capsules qu'on voyait au départ, mais quand on va se balader, on voit des grandes bonbonnes bleues un peu partout. Donc le phénomène prend de l'ampleur. Et pour autant, dans les cabinets, on n'en parle pas ou peu. Donc, comme on pense qu'il y a une réduction des risques qui est possible, c'est pour ça qu'on fait ce travail aujourd'hui, donc de sensibilisation et d'information. Si vous avez assisté à ce webinaire, c'est que vous êtes aussi en demande d'information. Et on va compléter ça en toute fin de webinaire. On vous proposera de pouvoir quantifier un peu ce phénomène en ville, parce que pour l'instant, c'est incroyable, mais on ne sait pas encore vraiment combien de personnes sont consommateurs. Et donc, on vous proposera une petite étude à faire sur une journée avec un questionnaire, mais ça, je vous en parlerai à la fin de la présentation de Guillaume. Et du coup, Guillaume, c'est à toi. Alors tout d'abord, merci François pour cette introduction et merci à l'URPS pour à la fois cette invitation et cette initiative. Il est vrai que donc moi je travaille au CHU de Lille et bon c'est l'approche hospitalière, mais avec cette volonté et ce plaisir de travailler avec la médecine libérale. Donc vraiment je remercie les équipes de l'URPS pour tout ce travail qu'on accomplit ensemble et bientôt également des co-encadrements de thèse. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de l'URPS. Donc, je me présente, donc Guillaume Grige, donc je suis biologiste, maître de conférence, universitaire praticien hospitalier au CHU de Lille et aussi également président du réseau N2O, également appelé Protocide. Vous voyez le site qui s'affiche déjà et qui va vous permettre d'en apprendre aussi sur le protoxyde. Mais on va essayer de faire une petite synthèse ce soir pour qu'on puisse en discuter tous ensemble parce que vous aurez certainement des questions. Alors tout d'abord, le protoxyde d'azote, en contextualisant, bon alors là c'est un petit peu mon plan, donc on va un petit peu remettre les choses, contextualiser, les modes de consommation assez rapides, les principales atteintes cliniques connues jusque maintenant, parce qu'on le verra, le protoxyde d'azote a malheureusement encore beaucoup de secrets pour nous, donc tout n'est pas complètement établi. On proposera une prise en charge. Alors je le dis tout de suite, il n'y a pas de recommandation officielle, il n'y a pas de recommandation HAS, etc. Donc c'est des choses que nous avons mis en place de façon collégiale dans le réseau Protocide, qui est un réseau pluridisciplinaire, donc des médecins issus de différentes spécialités. Et je vous présenterai justement ce fameux réseau Protocide et le mode de fonctionnement. Alors déjà, quelques mots de contexte, c'est le protoxyde d'azote. Comment on le voit, le protoxyde d'azote? Le protoxyde d'azote, déjà, on pense à des ballons. Donc c'est des ballons, effectivement, le protoxyde d'azote, première réduction des risques, c'est un gaz très froid, donc on le dilate en dilatant le gaz. Du coup, on va réchauffer ce gaz et on va éviter de se brûler les cordes vocales, parce qu'on verra, les brûlures, c'est aussi des conséquences de la prise de protoxyde d'azote. Mais on le voit également malheureusement beaucoup au volant. Et moi, j'ai déjà constaté personnellement plusieurs fois le phénomène de jeunes qui prennent ça au volant. Donc, au-delà des conséquences chroniques qu'on va voir aujourd'hui, il y a également des accidents de la route. Donc voilà, quand vous voyez des jeunes comme ça faire des ballons, c'est ce fameux protoxyde d'azote. Et comme l'a souligné François, quand on se promène, on peut également retrouver des déchets, donc ces fameuses bonbonnes bleues que je vais vous présenter après. Donc quelques temps, on voyait beaucoup de capsules. Maintenant, en fait, c'est ça. Voilà. Donc si vous voyez, comme on voit sur l'image à gauche, des bonbonnes bleues, en fait, c'est pas des gourdes ou des déchets industriels.
c'est des signes de consommation de protoxyde d'azote. Alors, on peut retrouver également des ballons éclatés ou encore les pistons que je vais vous montrer ensuite. Alors, point d'histoire très rapide, protoxyde d'azote découvert au XVIIIe siècle et le premier usage, en fait, c'est pas un usage médical ou scientifique, c'était pour le récréatif dans les fameuses fêtes foraines, le Laughing Gas Exhibition, où du coup, voilà, on a fait du protoxyde d'azote pour s'amuser, tout d'abord, pour son côté hilarant. Et l'usage médical a été découvert secondairement dans une démonstration de fête foraine où un des participants qui rigolait beaucoup s'est en même temps blessé à la jambe et ne sentait rien. Et du coup, on a eu l'observation d'un dentiste qui s'appelle Horace Wells qui a mis en avant ses propriétés anesthésiantes, qui fait que maintenant, on l'a utilisé ensuite en gaz anesthésiant. Donc, on connaît l'usage du protoxyde d'azote avec un mélange équimolaire avec l'oxygène, c'est le MEOPA. Ensuite, ce protoxyde d'azote, il est également utilisé comme comburant, propulsant, on envoie des fusées dans l'espace, et aussi pour avoir cet effet moussant de crème chantilly. Du coup, c'est ces petites capsules en aluminium qui ont été détournées depuis les années 80 en fait. Donc, c'est ces petites capsules qu'on a beaucoup vues, qui sont toujours l'image du protoxyde d'azote. C'est vrai que malheureusement, c'est toujours l'image qu'on garde du protoxyde d'azote, même dans la presse et les médias. Dès qu'on fait un article sur le protoxyde d'azote, c'est les petites capsules en alu. Sauf que les petites capsules en alu, moi, j'ai quasiment plus aucun patient qui les utilise. Maintenant, on va être sur des modes de consommation plus massifs. C'est ces fameuses bonbonnes. Là, je vous en parlais tout à l'heure. Les bonbonnes bleues qui sont plus brillantes, qui maintenant sont peut-être plus discrètes, et avec ces pistons ici. Donc des fois, moi, je retrouve que le piston maintenant. Donc peut-être qu'ils arrivent à recycler les bonbonnes de proto ou en faire autre chose. On retrouve ces pistons, mais ce qui fait que on a des modes de consommation encore plus importants qu'avant. Parce qu'effectivement, ici, on avait une capsule, là, on a une bonbonne. Donc une capsule, une bonbonne, on le verra, c'est pas le même contenant de protoxyde d'azote. Et ça va encore plus loin. Maintenant, on a des tanks, et ça, j'en vois vraiment très, très régulièrement. Maintenant, c'est vrai que là, en arpentant les autoroutes, régulièrement, je fais des trajets et je vois soit les bonbonnes ou soit, en fait, juste le contour ici. En fait, généralement, c'est jaune ou c'est rouge, comme on peut le voir ici. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ces bonbonnes arrivent à être recyclées maintenant, peut-être au poids, au fer ou autre. Mais on retrouve ces traces de consommation. On balance le plastique, mais plutôt sur ces grandes bonbonnes. Donc, en termes de, historiquement, on va dire, l'usage du protoxyde d'azote, je craquais ma petite capsule en aluminium avec un système de cracker qu'on pouvait se fournir sur Internet. Je gonflais mon ballon. Sauf que finalement, on va le voir après, on a des neuropathies, on a quelques troubles neurologiques avec le protoxyde d'azote, et puis c'est long de craquer plein de bonbonnes. Et surtout, l'effet du protoxyde d'azote, c'est quelques secondes. Donc, je vais envie d'en prendre une deuxième. Donc, je vais craquer. C'est long et en plus, j'en ai plein devant moi. Donc, on va essayer en tant que bon industriel de pouvoir favoriser cette consommation de protoxyde d'azote. Donc, on a sorti des contenants plus grands. Et ici, vous voyez, je parlais du piston, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc, on peut gonfler plusieurs ballons et on va essayer de voir combien on peut gonfler de ballons. Et là, finalement, je me suis amusé à étaler des petites capsules de protoxyde d'azote. Et bon, le petit jeu, c'est toujours, il y en a plus à gauche ou à droite. Mais bon, si je vous pose la question, c'est que vous imaginez qu'il y en a beaucoup plus à droite. Donc, effectivement, à gauche, on est autour de 50 capsules que j'avais disposées sur l'écran. Et en fait, à droite, on est 80 à 100, donc encore plus que ce que vous voyez. Ce que je vous montre là, c'est aussi l'ampleur du phénomène. On l'a souligné en début de séance, on a l'impression que ça a disparu parce qu'on ne voit plus ces capsules. Quand on voyait 10 capsules dans la rue, on a l'impression que c'était beaucoup. Et finalement, c'est à peine un dixième d'une bonbonne qui va être hyper discrète. La bonbonne vraiment hyper discrète sur le bord de route, ça ne brille pas, c'est bleu. On a tellement de déchets sur les bords de route qu'on ne voit pas. On peut distinguer ça d'une canette de bière, par exemple. Donc, effectivement, on a l'impression que le phénomène disparaît alors que non, il prend de l'ampleur. Vous voyez que là, on est quasiment à 80 ou 100 capsules. On va faire un peu le même jeu, mais avec les tanks cette fois. Donc là, j'ai dû réduire la taille des capsules pour vraiment vous montrer à quel point c'est différent. Donc, on est à peu près autour des 250 capsules ici que j'ai réduit. Un tank, on est plutôt autour des 400 à 600. Donc, quand vous voyez juste la trace du liseré là en plastique, c'est comme si vous aviez 400 ou 600 capsules. Donc, ça serait énorme. 400 ou 600 capsules, vous les voyez dans la rue, vous ne l'oublierez jamais. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour vraiment ce phénomène, regardez, c'est une photo qu'on a prise au mois de mai sur le parking pas du CHU de Lille, mais au niveau du métro. C'est derrière les voitures. Vous voyez, ça fait un peu la largeur d'une voiture. Donc, on est sur moins de 2 mètres. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanks, une bonbonne. Et là, en fait, finalement, vous voyez que là-haut, j'ai étalé 800 capsules. Et en fait, l'équivalent capsule serait de 4200 en fait. À peine discret derrière une voiture.
Et si on s'amuse à les étaler un peu de géométrie, on peut quasiment remplir un terrain de squash. Donc, vous voyez que derrière, juste une voiture comme ça, c'est très discret, mais on les aurait étalés. Là, sur le parking, ça aurait eu de l'impact. Donc là, on se serait dit, oula, il y a un phénomène. Mais voilà, ce phénomène, il est devenu très discret, mais il a pris de l'ampleur. Donc, c'est vrai que cette image de la capsule, faut aussi se l'enlever, même si ça reste le symbole du protoxyde d'azote. C'est pas parce que j'en vois plus que ça n'existe plus. Bien au contraire, ça s'est amplifié maintenant. Donc, vous voyez des contenants de plus en plus grands, du coup, qui font qu'on a de plus en plus de consommateurs de protoxyde d'azote et c'est très discret. On va retrouver des mentions sur les bonbonnes, par exemple ici à gauche, vegan, halal, qualité européenne. On peut même gagner sur certaines bonbonnes une voyage à Amsterdam. Voilà, la destination n'est pas choisie au hasard. On va également retrouver ça sur Internet. Même ici, des législations sont en cours aujourd'hui qui interdisent la vente de protoxyde d'azote à plus de 10 capsules par personne en France et sur les sites Internet français. Voilà, les sites Internet sont tous basés à l'étranger. C'est livré de façon assez discrète. Et puis, vous le voyez à la fois sur ce site web, c'est en français. Vous avez différentes sous-marques. Et puis, vous voyez le nombre de langues dans lesquelles c'est traduit. C'est que le business fonctionne vraiment très, très bien pour aller vraiment créer les sites web avec autant de langues différentes. On retrouve également du protoxyde d'azote aromatisé, du protoxyde d'azote à la fraise. Voilà, c'est une photo qu'on a pris à Los, en fait, qui est près de Lille. Donc, ces bonbonnes-là, elles viennent pas elles sont pas à l'étranger, elles sont ici. Et également, sur le même site internet de la même marque, vous le voyez, des goodies, des casquettes, des polos, des coques de téléphone, etc. Donc, il y a vraiment un phénomène de mode sur le protoxyde d'azote. On va inciter le jeune public à consommer. Donc, on va également mettre le protoxyde d'azote aux couleurs des jeux vidéo favoris des jeunes. Là, c'est quand même le jeu vidéo le plus vendu au monde. On a fait, voilà, vous avez au milieu les capsules bleues, le tank, les bonbonnes aux couleurs du jeu vidéo. Et puis, si vous n'aimez pas trop les jeux vidéo, il y a également les séries TV. D'ailleurs, on a retrouvé, nous, des sites internet où on peut acheter des bonbonnes en grande quantité en personnalisant la couleur, le logo, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez cibler où que vous soyez dans le monde, le public cible, éventuellement, on pourrait imaginer, et on ne serait pas étonné de voir par exemple des bonbonnes de protoxyde d'azote aux couleurs de certaines équipes de foot. D'ailleurs, pendant le mondial de foot, il y avait des bonbonnes de protoxyde d'azote spécial mondial. Donc voilà, on a vraiment un business bien développé. Et puis là, c'était la nouveauté 2024, c'est les tanks maintenant, les gros contenants avec l'équivalent de 400 capsules qui sont aromatisés comme vous voulez. Pastèque, noix de coco, kiwi, fruit de la passion. Vraiment, tout est personnalisable maintenant. Donc, c'est un peu comme certaines cigarettes électroniques. Donc, on banalise complètement la consommation de protoxyde d'azote et on la rend assez ludique, on va dire. Derrière, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a le côté consommateur et il y a le côté revendeur aussi. C'est que finalement, on va trouver même sur Internet des tutoriels qui vous expliquent comment faire beaucoup d'argent avec le protoxyde d'azote. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient sur des marchés de stupéfiants type cocaïne, cannabis, qui sont passés au protoxyde d'azote parce qu'on fait vite de l'argent avec du protoxyde d'azote. Il y a des marges qui sont très très intéressantes et puis derrière, le risque est moindre qu'avec les stupéfiants classiques. Aujourd'hui, rien n'interdit la détention de protoxyde d'azote. Ok, on ne peut pas en acheter, mais il n'y a rien qui interdit de le détenir. Donc voilà, c'est un petit peu flou au niveau juridique. Donc il y a des tutoriels qui vous expliquent comment faire de l'argent. Et quand vous allez sur les sites de protoxyde d'azote, voilà, c'est pas que pour acheter. D'ailleurs, ce qui est mis en avant sur les sites de protoxyde d'azote, c'est devenir revendeur. Donc, vraiment, on fait fleurir le business. Vous voyez, le protoxyde d'azote, un marché en pleine croissance et plein d'opportunités, une augmentation significative de la demande et on achète des palettes entières. Ça, c'est vraiment pas une caricature. D'ailleurs, maintenant, c'est même plus des palettes. Le plus grand contenant, je l'ai vu sur le site, c'est des containers. On peut acheter des containers de protoxyde d'azote directement. Donc, vous imaginez les quantités de protoxyde d'azote, du coup, qui sont distribuées sur le marché. Donc bon, là, on n'en trouve plus. Il y a quelques semaines, on en trouvait encore. Là, dernièrement, cette semaine, j'en trouve plus. Donc Amazon, ça dépend peut-être aussi de ma localisation. C'est vrai que je voyage beaucoup, donc en fonction de la localisation, il y a certains pays où on le trouve sur Amazon. En France, normalement, on le trouve plus, mais des fois, on le retrouve quand même. Donc c'est assez foutu. De toute façon, on va pas se mentir, ils vont plutôt sur les autres sites que je vous ai montré avant pour se fournir en protoxyde d'azote à la fraise et compagnie. Donc, le désastre du protoxyde d'azote, on en discutait juste avant, c'est également écologique aussi, parce que ces bonbonnes-là, alors il y a peut-être des moyens maintenant de recyclage qu'on ne connaît pas, mais on en a des caisses partout. Et le danger, c'est aussi le caractère explosif. Parce que le protoxyde d'azote, comme comburant, vous mettez ça à côté d'une bougie, ça peut éclater. Donc, les déchetteries, en plus, ont un peu du mal à prendre le protoxyde d'azote. Donc, généralement, les gens, ils vont pas aller en déchetterie, ils vont les mettre dans la nature. Et c'est vrai que
là, à chaque fois, c'était issu un peu de nettoyage de printemps, etc. Donc, ça fait des quantités quand même astronomiques de métal, d'aluminium. Je ne sais pas trop de quoi c'est composé, mais c'est assez lourd, hein, une bonbonne de protoxyde d'azote et assez épais, hein, vu le caractère explosif du gaz. Il faut quand même avoir une sacrée quantité de métal à mettre dedans. Donc, derrière, vous en retrouvez quand même des quantités assez impressionnantes, hein. En bas à gauche, c'est par exemple à Marseille. Juste au-dessus, c'était plutôt dans le centre de la France, hein, donc ça ne concerne pas en fait que les grandes villes et les grandes banlieues connues. Et puis moi j'habite dans un petit village autour de Lille, dans la métropole, dans les Web, hein, donc Wavrin pour ceux qui connaissent. Et voilà, sur le chemin de l'école, alors je ne sais pas, c'était peut-être un message qui m'a été passé, je ne sais pas, mais voilà, effectivement, on en a retrouvé malheureusement. Et vous voyez sur la photo, le petit bout rose là, du coup, c'est ce fameux piston. Et des fois, on ne voit que ça. C'est vrai que là, à l'école directement, alors derrière, hein, voilà, on retrouve beaucoup de ces petits pistons roses en fait. Vous savez, dès qu'il y a un piston, ça veut dire qu'il y a une bonbonne. Donc c'est vrai que les bonbonnes, des fois, on les voit pas, on voit que ce truc-là. Donc est-ce qu'ils arrivent à faire un circuit pour les recycler? Ça, on ne sait pas. Il faudra qu'on réinterroge certains consommateurs. Donc qui sont les usagers de protoxyde d'azote? Alors beaucoup les jeunes, mais pas exclusivement, on est passant de plus de 40 ans et qui sont des consommateurs chroniques de protoxyde d'azote. Mais effectivement, sur nous, les patients dans la cohorte hospitalière, on a une moyenne d'âge de 19-20 ans, également beaucoup de mineurs qui se mettent à la consommation de protoxyde d'azote. Et la seule donnée épidémiologique qu'on a réelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande étude fiable sur le protoxyde d'azote, c'est un travail qui a été mis en collaboration avec les milieux pénitentiaires où on a un médecin qui systématiquement, tous les détenus ont une consultation médicale et il pose la question de la consommation de protoxyde d'azote. Et chez lui, alors attention, hein, c'est des chiffres biaisés, c'est pas la population générale, hein. Par exemple, il y a 90% de consommateurs de cannabis, m'avait-il dit. Là, on est à 50% quand même de consommateurs de protoxyde d'azote. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un phénomène qui a quand même de l'ampleur, hein, qu'il faudra qu'on réévalue, hein. Ça, c'est des chiffres qui ont 2-3 ans déjà, donc peut-être que maintenant, c'est encore plus important. Et au niveau des cas d'intoxication, hein, rapportés, consommés avec conséquences cliniques plus ou moins graves, attention, on n'est pas que sur du cas grave, hein, fort heureusement, on est à peu près à un rythme de croisière de 300 par an. Quelque chose qui a augmenté au fil des années, hein. On a commencé, nous, ce travail de la filière proto fin 2020. Donc, on avait 11 cas à l'époque, enfin 12, pardon, 12 cas à l'époque et c'est monté en flèche. Alors, c'est monté en flèche. Est-ce que les gens consomment plus et viennent plus consulter? Mais je pense qu'aussi, c'est parce qu'on est mieux organisé, qu'on sait les repérer, qu'on s'est organisé en filière de soins. Donc, c'est ce qu'on constate généralement dans les centres hospitaliers où on met en place la filière, c'est qu'il y a une montée après derrière des cas, juste parce qu'ils sont recensés tout simplement, hein. C'est beaucoup de personnes. On va passer à côté du diagnostic parce qu'il n'est pas forcément franc. Et surtout, aujourd'hui, vous entendez parler du protoxyde d'azote et de ses conséquences, mais on ne vous l'a certainement pas appris à la fac de médecine, malheureusement. Donc, quelles sont les atteintes cliniques? Alors, déjà, l'atteinte clinique, mais qui va moins vous concerner en médecine libérale, je l'espère, c'est l'accidenté de la route, hein, qui va finir en centre hospitalier parce que le protoxyde d'azote va altérer la conscience, va altérer les réflexes. Donc, conduire ce protoxyde d'azote, ça fait des accidents de la route un peu partout, hein. Vous le voyez, c'est une petite compilation en fait d'articles de presse parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données officielles sur le nombre d'accidents par protoxyde d'azote, ni nombre d'hospitalisations par protoxyde d'azote. Pourquoi? Parce que déjà, on repère mal et surtout, on le verra après, le diagnostic de certitude, il est vraiment très, très compliqué. Donc, les effets recherchés du protoxyde d'azote, c'est l'effet gaz hilarant, euphorisant, hein, donc protoxyde d'azote qui va agir au niveau central sur les récepteurs NMDA, GABA, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est l'effet euphorisant qui est recherché. Donc, c'est des gens qui vont chercher le côté récréatif. Ça vous aide aussi à savoir les portes d'entrée du protoxyde d'azote, hein, qui est une vraie état d'addiction derrière. Donc, l'effet, je m'amuse, voilà. L'effet analgésique aussi, hein, et anxiolytique analgésique, je vais avoir des douleurs que je ne saurais faire passer par des traitements classiques. Et on a des portes d'entrée comme ça de gens qui vont prendre du protoxyde d'azote parce qu'ils vont présenter des douleurs pour une pathologie ou autre et qui vont commencer à en prendre et qui en prendront de plus en plus et qui finalement tomberont dans cette spirale de l'addiction. Et même chose pour l'effet anxiolytique parce que c'est vrai que voilà, on va prendre ça, on va se sentir mieux, on est un peu déprimé. Alors peut-être que pendant le Covid, on se pose la question, les gens étaient un peu déprimés, on commençait aussi à prendre du protoxyde d'azote, hein, qui était finalement facile d'accès, mais également des gens qui vont vouloir s'auto-médiquer dépression, surtout depuis cette année, il y a eu quelques publications qui sont sorties par des équipes françaises sur l'intérêt du protoxyde d'azote dans le traitement de la dépression. Nous, ça nous a un peu embêtés parce que ça fait des nouvelles portes d'entrée. Et surtout qu'à terme, on le verra sur les effets centraux, le protoxyde d'azote, il est pro-dépressif, hein. Donc, finalement, c'est peut-être pas terrible. On va tomber dans la pro-dépression et dans l'addiction. Donc, ça ne soignera pas trop l'état anxiolytique.
Alors, après, les effets indésirables, bien sûr. Donc, il faut savoir que le protoxyde d'azote, il va avoir des conséquences aiguës et des conséquences chroniques. Donc, les conséquences aiguës pendant la consommation, hein, qu'est-ce que ça va être? Donc, lié aux effets psychoactifs, bon, des choses assez spécifiques, céphalées, nausées, vomissements, vertiges, les troubles de la conscience, la désorientation, hein, un peu comme toute substance psychoactive qui va entraîner ces fameux accidents de la route également. Également, une action hypoxie pneumothorax, ça va prendre la place de l'oxygène. Donc, effectivement, on peut avoir une hypoxie liée pendant la consommation de protoxyde d'azote et également liée à la mode de prise. Donc, ça va être des barotraumatismes, mais également des brûlures. Les brûlures, en fait, la diapo juste après, pourquoi? Parce que le gaz, il est à moins de 50 degrés finalement. Donc, vous avez une brûlure par le froid, une gelure. Et généralement, ce qu'on pourrait observer, alors on l'a plus peut-être à l'hôpital, mais peut-être que vous aurez certains patients avec des brûlures un peu plus légères au niveau des cuisses, parce que la bonbonne de protoxyde d'azote, quand on fait ces ballons, alors soit vous avez, ils le mettent directement dans la bouche, mais là je pense qu'ils n'auront pas la consultation en ville, ils seront directement en réanimation, mais éventuellement quelques brûlures au niveau des membres inférieurs et des cuisses, parce qu'ils mettent la bonbonne entre les cuisses en fait, et la bonbonne, elle est froide à l'intérieur. À l'extérieur, bah, vous allez me dire, mais pourquoi elle est froide à l'extérieur? Parce que vous avez de l'humidité ambiante en fait sur la bonbonne et le gaz en fait, en venant gonfler le ballon, bah, il y en a toujours un petit peu qui va sortir et finalement c'est la bonbonne qui va se retrouver à une température inférieure à moins 50 degrés. Et quand on prend ces ballons en plus, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est anesthésié, on le sent pas qu'on est en train de se brûler et quand on a fini sa consommation de protoxyde d'azote, bah, le jean part avec la bonbonne, mais aussi une partie de la peau. Donc ça peut être des brûlures assez profondes hein, quand même. Donc on a des cas assez graves au centre des brûlés de Lille. Alors c'est toxicité chronique du protoxyde d'azote, donc on va en retrouver de nombreuses conséquences. Donc on a parlé de tout ce qui est aigu, nausées, vomissements, brûlures, hypoxie, mais on va avoir des grandes atteintes chroniques qui sont neurologiques, hein, plutôt de l'ordre neurosensoriel, neuromotrice. On a également des atteintes centrales plutôt psychiatriques, donc des troubles de l'humeur, hallucinations, délire, l'addiction également, et tout ce qui est autour de l'addiction du protoxyde d'azote. Et également, on décrit de plus en plus de phénomènes de thrombose, hein, donc des phlébites, des embolies pulmonaires liées au protoxyde d'azote. Alors, la toxicité neurologique, hein, je viens d'en dire deux mots, hein, justement, on va avoir les atteintes centrales, psychiatriques, cognitives, des thromboses aussi centrales hein, qui peuvent être liées, et également des troubles neuromyélopathiques. Alors, ça va ressembler à quoi hein, finalement? À quoi c'est dû ces troubles neurosensoriels, neuromoteurs? C'est dû à de la démyélinisation. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer dans la sclérose en plaques. Hein. Vous allez perdre progressivement votre gaine de myéline et en perdant la gaine de myéline, bah, le signal axonal bah, va être de plus en plus lent et en fonction de votre atteinte nerveuse, bah, c'est là où vous allez perdre les sensations et que ça peut aller jusque de la perte motrice derrière. Hein. Donc, c'est des choses qu'on arrive après à voir à l'IRM, hein, donc des choses qui peuvent être assez graves. On peut aller jusqu'à des scléroses combinées de la moelle et des patients qui finissent avec une atteinte des membres inférieurs, incapable de bouger. Donc, on a quelques patients malheureusement en fauteuil roulant. On va décrire beaucoup de troubles de la marche hein, sous protoxyde d'azote, des pertes de sensibilité. Et finalement, c'est pas comme dans la sclérose en plaques où on a une atteinte immunitaire. Là, ça va être vraiment des atteintes métaboliques. Et ça, c'est intéressant pour savoir ce qu'on va doser finalement dans le protoxyde d'azote pour faire le diagnostic et le suivi. On a également une toxicité vasculaire du protoxyde d'azote, donc c'est les embolies pulmonaires hein, qu'on va retrouver, les phlébites, également les cas d'AVC hein, qui vont être décrits dans les littératures. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu juste avant, le protoxyde d'azote aura un impact métabolique et il fait augmenter un paramètre biologique que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'homocystéine en fait, hein, qui est un peu un déchet métabolique qui normalement est recyclé. Et le protoxyde d'azote, il empêche ce recyclage. Et quand on a des taux élevé d'homocystéine, vous avez peut-être entendu parler de ce paramètre, c'est dans les diagnostics de thrombose, en fait, secondaire de thrombose. Pourquoi? Parce que l'homocystéine vient activer plein de voies de la coagulation, donc du coup, on a des phénomènes thrombotiques hein, liés à cette hyperhomocystéinémie. Alors, effectivement, alors là, je mets un dépistage aux urgences, parce que c'est vrai qu'on le voit énormément aux urgences, mais le gros problème, c'est de penser à la consommation de protoxyde d'azote, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit juste avant, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à la fac de médecine. Donc, aujourd'hui, on va y penser quand? Quand on va avoir un sujet jeune, mais pas exclusif, attention, hein, faut pas non plus tomber là-dedans, mais qui va avoir des symptômes neurosensitifs, chroniques subacus, éventuellement des symptômes psychiatriques aussi, hein, on a quelques cas décrits,
Et ce qui est aussi important, c'est que là, je vous ai présenté pas mal de toxicité chronique, mais c'est que des fois, on n'a que du vascu, des fois, on n'a que du neuro, en fait. Donc ça va vraiment dépendre du patient. Alors, on ne sait pas encore l'expliquer. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup encore d'inconnus sur le protoxyde d'azote. Et par exemple, ce qu'on mettait là, la pathologie thromboembolique, quand on fait un peu la littérature, on a l'impression qu'il y a très peu de cas finalement. Et c'est parce que finalement, on ne la recherche pas, la consommation de protoxyde d'azote, quand il y a une thrombose. On commence bien à connaître le neurosensitif, le neuromoteur. Donc, à chaque fois, oui, c'est un cas. Donc, ces cas, ils sont déclarés finalement. Mais quand il y a des cas de thrombose, posez beaucoup de questions au vascu et il y en a très peu qui connaissent le fait que le protoxyde d'azote peut induire des thromboses. Donc, si à un moment, on arrive à mettre tout le monde là-dessus, et peut-être que les chiffres monteront et que ça sera assez dramatique. Donc, on va y penser chez des sujets adultes jeunes, mais pas exclusivement. Et attention, la consommation, ils vont pas venir. Bonjour, je suis consommateur de protoxyde d'azote, j'ai des troubles. Alors, certains le savent, parce qu'ils se renseignent un petit peu quand même, surtout les gros consommateurs. Mais voilà, il faut rechercher, questionner. Et la difficulté aussi, c'est que pour eux, c'est pas de la drogue en fait. Voilà, c'est une substance utilisée en médecine, c'est un gaz, c'est inoffensif. En plus, c'est à la fraise, donc voilà, c'est pas grave. Donc des fois, il faut un peu questionner avant qu'ils disent ah bah oui, les ballons, c'est vrai, j'en fais de temps en temps, etc. Et on minimise beaucoup sa consommation de protoxyde d'azote avec ces histoires de bonbonnes. Bon, j'ai fait que 1 ou 2 bonbonnes, alors que au final, ça fait 200 capsules, équivalent capsules. Donc c'est pas la même chose aussi. Donc l'évolution de la consommation fait qu'on minimise aussi beaucoup. Donc nous, ce qu'on a fait, en tout cas à l'hôpital, et c'est peut-être des choses qu'on pourra mettre en place à terme aussi en ville, c'est qu'on fait des petites fiches d'aide aussi au diagnostic. En gros, on a des fiches où on résume un petit peu les signes cliniques de l'intoxication au protoxyde d'azote. Alors ici, prescrire le bilan Proiso, 15B, machin, bon, c'est vraiment notre tambouille hospitalière, mais en gros, on a une prescription connectée et voilà, ça se décode tout de suite. Mais c'est un bilan biologique que je vais vous décrire après qui peut être un peu complexe, donc c'est bien d'avoir des aides quand même à la prescription. Donc un bilan biologique et des petites fiches où par exemple ici on remet la capsule, la bonbonne et le tank, ce qui permet, on monte la fiche au patient, on dit ouais, c'est quoi que vous consommez, parce que finalement on n'a peut-être pas le même langage, nous on appelle ça des tanks, mais peut-être que dans leur langage ils appellent ça autrement. Donc la prise en charge, alors c'est là où c'est un petit peu complexe parce que c'est pluridisciplinaire et aujourd'hui on n'a pas un signe clinique ou une filiale de signes cliniques du protoxyde d'azote. Comme je l'ai dit, il y aura des patients neuro, il y aura des patients neuropériphes, neurocentraux, il y aura des patients vasculaires, il y aura des patients qui n'auront pas grand-chose, qui seront plus liés, c'est l'addiction finalement qui va un peu agir sur leur vie. Donc c'est vraiment un peu compliqué. La prise en charge, elle n'est pas juste linéaire finalement, elle est un peu multidisciplinaire et ça dépendra vraiment du patient. Donc c'est là où nous, on travaille aussi en centre de compétences. On a la chance à l'hôpital d'avoir les praticiens qui sont sur place de différentes disciplines. Donc, on travaille un petit peu comme ça. Donc, on réalise le bilan biologique que je vais vous décrire juste après. Au niveau de la supplémentation, donc on le verra, le seul traitement à disposition pour l'instant, c'est la vitamine B12. Mais attention, parce que les patients, ils le savent aussi. Et du coup, ils prennent de la B12. Sauf que la B12, on le verra rapidement dans la physiopathologie, ça inactive le protoxyde d'azote inactive la vitamine B12. Alors, ça ne détruit pas la vitamine B12, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beau avoir, j'ai toujours dit, 3 kg de B12 dans l'organisme, si vous prenez le protoxyde d'azote, ça va tout inactiver. Donc, on a des patients qui s'auto-médiquent en B12, mais ils sont quand même nos patients. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas. Et attention, on a même parfois même des étudiants en médecine qui sont des consommateurs de protoxyde d'azote, qui connaissent la physiopathologie et qui disent sur les réseaux ou à leurs copains, c'est pas grave, tu prends la B12. Moi, je peux vous dire que on a 50% de notre cohorte de patients qui sont des consommateurs de B12 en même temps. Donc, ça ne prémunit pas. Donc, aujourd'hui, le traitement n'est efficace qu'en cas d'arrêt définitif de la consommation. Et quand je dis définitif, il faut faire attention parce qu'on essaie de rebond derrière, où les patients, ils ont arrêté, ils prennent les traitements, ils reconsomment, et là, ils s'aggravent très rapidement. Donc, il y a quand même une susceptibilité derrière qui fait qu'on est susceptible au protoxyde d'azote. Donc, après, nous, on les intègre dans ce qu'on appelle la filière proto. On va pouvoir orienter vers un addicto, un neuro, un vasculaire, en fonction des signes cliniques du patient. Et aujourd'hui, c'est l'iceberg. Voilà, c'est le problème. C'est que le protoxyde d'azote, on ne connaît que ce qu'on a décrit et que ce qu'on a vu finalement. Donc, on connaît bien le neuro, on connaît bien les brûlures, on commence un peu à connaître le cardio et le psy, c'est de plus en plus décrit sur ça. Mais demain, l'impact sur le foie ou le rein, donc on ne sait pas, peut-être qu'on refera un webinaire dans 1 ou 2 ans en vous disant, maintenant, il faut faire des bilans néphro, etc. Et puis voilà, par exemple,
On a là, en ce moment, dans la filière, la discussion de 2 cas, une pancytopénie, une pancréatite. On ne sait pas si c'est du proto ou pas. On sait que le patient consommait du protoxyde d'azote, mais est-ce que ça va être ça ou pas? Ça va être d'autres cas qui vont nous apporter, qui vont nous permettre de compléter. Alors maintenant, biologiquement, c'est là que c'est important, c'est que finalement, moi j'ai un patient qui consomme par exemple je sais pas, du cannabis, on va aller doser le cannabis, voilà, ça pourrait être simple. Donc le protoxyde d'azote, on pourrait se dire, on va le détecter directement. Donc on va utiliser un petit appareil pour détecter le protoxyde d'azote. Sauf que là, je vous passe tous les détails scientifiques, mais en gros, le protoxyde d'azote, c'est difficile à mesurer sur les appareils classiques en biologie, et c'est surtout ce que je vous montre ici, c'est une demi-vie d'élimination très rapide, en fait, de l'ordre de quelques minutes. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on perd 90-95%, encore plus de protoxyde d'azote dans l'air expiré, parmi des vieilles publications qui ont été faites dans les années 80-90. Donc voilà, aujourd'hui, votre patient, à moins qu'il soit en train de faire des ballons dans votre salle d'attente et qu'il fasse des ballons dans la salle d'attente du laboratoire, vous ne verrez pas le protoxyde d'azote. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Sur le dépistage routier, c'est un peu pareil, c'est une question qu'on se pose. C'est qu'aujourd'hui, le protoxyde d'azote, combien de temps il va rester? Vous savez très bien que des gens sur les bords de route qui ne veulent pas souffler, ils vont avoir des difficultés à souffler, là, ils attendront 10-15 minutes et après, c'est OK. Oui, quand ils iront au poste, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, le dosage direct du protoxyde d'azote, nous, on n'est pas forcément convaincus. Alors, on attend peut-être des preuves à un moment qui pourront montrer vraiment qu'on a des méthodes fiables, mais pour l'instant, il n'y a pas de méthode qui existent, qui ont été scientifiquement prouvées et validées pour cette détection du protoxyde d'azote. Ou c'est là où nous, on va plutôt utiliser l'impact indirect du protoxyde d'azote qui a bien été décrit dans le milieu scientifique, il y a pas mal de publications dedans, et qui est lié au fait de cette fameuse inactivation de la vitamine B12. Une vitamine, c'est quoi? C'est un cofacteur sur une enzyme finalement. Comme là, on inactive, la vitamine, elle ne fait plus son travail finalement. Donc la réaction enzymatique, elle est bloquée. Donc je vous ai simplifié le schéma à la demande de nos collègues de l'URPS. Donc voilà, c'est le schéma métabolique simple. Mais ce qui est important ici, c'est de se dire, je bloque une voie, il y a des choses qui augmentent dans le sang. Et ce qui va augmenter dans le sang assez fortement et rapidement, c'est cette fameuse homocystéine. Donc ça, c'est quand même un marqueur de consommation assez intéressante. Et à côté de ça, on a un autre marqueur, plus là-haut sur le schéma, c'est l'acide méthylmalonique, le MMA, justement, dans le sang. Alors, qui est plus un marqueur dans la mitochondrie et qui augmente en cas de gravité clinique. Donc là, on a quand même une combinaison de marqueurs assez intéressante. L'un va pouvoir nous dire s'il y a une consommation récente de protoxyde d'azote. Alors attention, l'homocystéine, ça augmente assez vite, mais ça diminue aussi assez vite. Donc au-delà de quelques jours, sur le diagnostic différentiel, ça c'est important, parce que c'est vrai que nous, on pose la question à chaque fois de savoir il a consommé depuis combien de temps, votre patient, et si c'est de l'ordre de quelques jours, finalement, peut-être que je ne vais plus le voir. Alors que l'acide méthylmalonique, ça va plutôt être sur la gravité. On a observé ça chez des patients qui avaient des sclérotomies de la moelle, des atteintes neurologiques plus graves ou même des thromboses. Donc, c'est cette combinaison qu'on fait. Finalement, voilà un petit peu ce marqueur biologique, ce bilan biologique, je voulais vous décrire. L'homocystéine, augmentation, donc c'est un potentiel marqueur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que une ou deux études qui ont été faites sur des cohortes comme ça, de consommation récente. Donc, attention, comme je le disais, au prélèvement tardif. C'est-à-dire que si vous avez attendu 2 semaines et que votre patient l'a arrêté, vous ne verrez plus rien. Mais potentiellement, il aurait pu consommer il y a 15 jours. L'acide méthylmalonique plasmatique, j'insiste sur le plasmatique, je l'ai même mis en gras et souligné, c'est pas l'urinaire. On entend souvent parler de l'urinaire dans les maladies héréditaires du métabolisme, mais on n'est pas sur les mêmes taux non plus. Donc, c'est vraiment le plasmatique et qui là a été montré dans notre équipe. Alors attention, je le redis, pas de recommandation sur ces marqueurs. Aujourd'hui, je vous parle de choses qui ont été montrées dans la littérature et dans nos équipes et qui augmentent chez les patients les plus graves. Mais on attend de voir sur les suivis, sur des plus grosses cohortes, si ça va se confirmer. On a un fort métabolisme vitaminique aussi. Vous le voyez, c'est l'inactivation de la B12 avec une autre vitamine qui agit souvent en sœur jumelle de la B12, c'est la vitamine B9. Il faut faire un bilan vitaminique à ces patients. Parce qu'on peut avoir des carences secondaires, parce qu'à un moment, on se demande s'il n'y a pas un épuisement carentiel. Mais du coup, votre patient, s'il a des carences en plus en vitamines, ça va aggraver ses signes cliniques. Et puis, on est quand même sur des patients un peu compliqués, même sur le plan nutritionnel. Donc, faire une B9 et une B12, ça ne mange pas de pain. Et puis derrière, ça vous permettra de suivre le patient. Au niveau bilan rénal hépatique, c'est les insuffisances rénales et les insuffisances hépatiques sont des causes d'élévation de l'homocystéine. Donc derrière, il ne faudrait pas interpréter une homocystéine qui a un bilan rénal hépatique.
Alors aujourd'hui, on va, voilà, je vois la question et je l'anticipe tout de suite sur le remboursement de l'homocystéine. C'est mon cheval de bataille là depuis 1 an ou deux, de montrer que ce paramètre est complètement essentiel et qu'il faut le passer à la nomenclature. Donc aujourd'hui, oui, je suis désolé, il n'est pas remboursé, il n'y a pas de recommandation HAS sur le protoxyde d'azote, donc ces paramètres restent malheureusement hors nomenclature. Donc nous, dans le réseau hospitalier, bon, vous savez comment ça marche un petit peu, c'est une prise en charge hospitalière à ce niveau-là. Le MMA, ça va dépendre vraiment des laboratoires. Enfin, il y en a qui les remboursent, pas d'autres, mais l'homocystéine, vraiment, elle est malheureusement pas remboursée parce qu'il n'y a pas de recommandation sur le protoxyde d'azote officiel. Vous savez comment ça marche, c'est d'abord des recommandations, des preuves scientifiques, des comités qui arrivent après, de la HAS, et on propose à la nomenclature. Donc voilà, on avait proposé des choses comme même un article 51, on rentrait pas dedans. Voilà, c'est pas une cause prioritaire, malheureusement, le protoxyde d'azote, malgré ce qu'on montre. Donc nous, effectivement, comme on l'a souligné en début de séance, dans le réseau, on a des ordonnances types, des fiches de clinique, suivi type. C'est vrai qu'on peut aussi aider à ce niveau-là, et je pense que dans l'expérimentation, il y aura quand même des aides, parce qu'aujourd'hui, homocystéine, acide méthylmonique, c'est pas des choses dont on a l'habitude de prescrire. Donc on a ce réseau que je vais vous présenter après. Donc là, je vous ai remis le numéro de téléphone et l'adresse mail, mais qui sera représenté par la suite. Alors, par contre, une point de vigilance sur ces marqueurs biologiques, c'est pas des marqueurs biologiques de certitude. Aujourd'hui, il y a un besoin énorme d'aller trouver des marqueurs biologiques de certitude. Parce que l'homocystéine, ok, ça augmente en cas de prise récente. Mais l'homocystéine, ça va aussi augmenter en cas d'insuffisance rénale, de carence vitaminique, de problèmes thyroïdiens, de maladies génétiques. Donc aujourd'hui, dans un point de vue médico-légal, on peut attester de la consommation de protoxyde d'azote juste avec ces marqueurs. Et c'est un peu la même chose avec l'acide méthylmalonique qui peut augmenter avec l'âge, l'insuffisance rénale et d'autres maladies nutritionnelles et métaboliques. Donc finalement, il y a toujours une interprétation fine à avoir. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille en réseau, parce que, ok, il faut le neurologue aguerri pour voir les signes, il faut l'urgentiste qui repère bien, il faut le médecin formé, mais au niveau du labo, il y a aussi une interprétation biologique qui peut être compliquée. Donc voilà, effectivement, nous, dans certains labos, on a pu voir des interprétations, déjà les gens connaissent pas forcément, et parfois c'est compliqué. Même moi qui en fais quand même pas mal maintenant des bilans proto, on a certains bilans, c'est pas en fait, tout simplement parce que ça peut être autre chose. Là, dernièrement, on a le cas d'un patient jeune qui a une augmentation de l'homocystéine. Il se pose la question d'une neuropathie sous protoxyde d'azote, sauf que c'est également un patient qui présente des carences vitaminiques sévères. Donc, c'est quoi qui fait augmenter les marqueurs? Les carences vitaminiques ou le protoxyde. Bon, fort heureusement, ça reste des cas relativement exceptionnels, mais on a un besoin aujourd'hui d'avoir des marqueurs de certitude. Donc, nous, dans le réseau, on a également une animation de réseau de recherche pour trouver ces fameux marqueurs. Donc voilà, on ne peut pas détecter la substance, donc on va utiliser les marqueurs indirects, d'où l'intérêt de faire ces homocystéines et ces acides méthylmaloniques. Donc quelques mots sur le réseau Protocide. Donc le réseau Protocide depuis quelques mois, a un site internet. La plupart des choses que je vous ai présentées ici, on les a un peu vulgarisées sur le site internet. Donc, vous avez pas mal de choses sur les dangers du protoxyde d'azote. Donc, c'est à la fois grand public et pro de santé, parce que finalement, on essaie de toucher un petit peu tout le monde. Ça va présenter les dangers de manière très imagée. On va également vous présenter rapidement la prise en charge, mais avec des parties dédiées aux professionnels de santé derrière qui peuvent nous contacter. On vous présente le réseau, à la fois recherche, à la fois les centres de compétences qu'on a mis en France, ça je vais vous montrer. On a rassemblé les publications de l'équipe sur le site internet. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Donc si vous allez plus loin, comme le dira François après. Et on a 4 missions principales dans ce réseau. Donc c'est déjà la prévention. Donc on agit au niveau grand public, médias, pour souvent retirer la sonnette d'alarme sur le protoxyde d'azote. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe dans les grands médias, je redis la même chose, mais finalement, je touche à chaque fois des gens différents, donc qui connaissaient pas ça. Donc moi, je me dis c'est pas grave, je dis plein de fois la même chose, mais je resensibilise d'autres personnes derrière, parce qu'effectivement, aujourd'hui déjà, c'est pas connu. Après, les gens regardent, oui, c'est tout ça là qu'il y a devant chez moi. À chaque fois, c'est les fameuses bonbonnes, et puis on se dit, certains jeunes éventuellement se diront, c'est pas aussi inoffensif que ça. L'axe soin, donc là, on travaille dessus, par exemple, ce soir. Donc, c'est de monter un réseau de professionnels de santé qui connaît le protoxyde d'azote, parce que on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de médecins qui connaissent pas ça. Et nous, on est confrontés dans le réseau, parce qu'on a un numéro de téléphone, à des fois des patients qui disent j'ai été voir mon médecin, mais il connaît pas, donc il peut pas m'aider finalement.
Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un besoin de formation énorme sur le protoxyde d'azote. Donc, ce soir, on participe justement à cet effort de guerre, à vous former, vous. Alors, bien sûr, on est toujours là en accompagnement. Vous n'allez pas être complètement autonome sur le proto à partir de ce soir, mais c'est l'idée un petit peu de créer ce maillage territorial avec des centres de compétences ou qui rassemblera une équipe pluridisciplinaire dans chaque grande région, on l'espère au moins pour l'année prochaine, pour aider à la prise en charge. L'axe recherche, trouver ses marqueurs, les complications, et l'axe influence, parce qu'à un moment, effectivement, il faudra interdire cette substance, mais pour l'interdire, il faut pouvoir la contrôler. Donc, l'axe 3 et 4 sont très liés en ce moment. Donc, l'organisation, donc c'est un bureau, c'est un conseil d'administration pluridisciplinaire, ça c'est hyper important, et interrégional, dont les gens de toute la France et de plusieurs disciplines médicales. Donc, c'est une adhésion gratuite et on fonctionne sur don derrière. Donc, ça rassemble à la fois des pros de santé et des non-pros de santé. Par exemple, moi, je vais intervenir au niveau de la conférence des bâtonniers là, dans quelques semaines dans les Hauts-de-France. Ça intéresse aussi des juristes, ça intéresse des acteurs de la prévention. On a même un policier là qui nous a contacté récemment qui veut faire de la prévention sur le proto. Donc voilà, et on essaie de monter actuellement des partenariats avec des sociétés savantes pour, par exemple, le parcours que je vous ai présenté. C'est aussi de le faire valoriser et monter aussi sur le remboursement de ces fameux paramètres. Donc les centres de compétences, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des équipes pluridisciplinaires, alors qu'ils sont pour l'instant implantés dans les CHU parce que c'est plus simple, mais on aimerait à terme que ça soit pas mal de centres hospitaliers qui puissent devenir aussi centres de compétences, et après on aurait des centres de référence. Mais voilà, là on est implanté dans quelques régions. Alors il n'y a pas encore toute la cartographie de la France, mais on travaille dessus. On aura 2-3 candidatures en fin d'année et on espère fin 2025 pouvoir avoir au moins un centre de compétences par grande région, histoire de pouvoir orienter les patients. Donc, c'est un groupe qui travaille sur plein de thématiques différentes. Vous voyez, l'addiction, la thrombose, etc. On met ensemble des experts pour faire avancer les choses. Donc, on a un axe sensibilisation où on intervient dans des conférences publiques, on a des petits stands de prévention, on a même des flyers. Donc, c'est vrai que si ça vous intéresse à un moment de mettre des flyers dans le cabinet, on peut vous envoyer des flyers sur le flyer. En fait, vous allez avoir nos coordonnées, mais aussi tous les dangers du protoxyde d'azote. Donc, ça peut être pas mal en fiche récapitulative. Donc, on fait de la prévention, comme je disais, les interventions médias. On se met aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on touche les jeunes. Donc, on fait des lives. Je faisais un live TikTok. C'était la première fois que je faisais ça. Je ne connais pas trop TikTok, mais voilà, a priori, ça a plutôt bien marché. On a le site internet que je vous ai présenté tout à l'heure et un certain nombre de réseaux sociaux. On essaie de mettre des petites vidéos de sensibilisation, mais bon, c'est on va dire en mode amateur. On n'est pas du tout des influenceurs. Donc voilà, par exemple les stands, protoxyde d'azote, c'est à l'hôpital Urier en bas à droite où on avait présenté les ballons, les bonbonnes et les gens passaient. Et, ah oui, je connais ces bonbonnes. Ah non, j'en vois devant chez moi, qu'est-ce que c'est? On sensibilise au risque, on a dû toucher quelques consommateurs quand même, donc c'est des petites missions qu'on s'est données. L'axe soin, ça je pense que j'en ai pas mal parlé avec la prise en charge pluridisciplinaire qui va du repérage jusqu'aux soins de suite du patient, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est bien beau de repérer le patient, mais il faut pouvoir le soigner jusqu'au bout. Et une grande bataille aussi, c'est l'addiction, parce qu'ok, on va soigner ses troubles neuro, on va lui soigner sa thrombose, mais derrière, c'est un accompagnement qui peut être très long, surtout lié à l'addiction. Des relais de ces soins dans les centres de compétences, ça je ne reviendrai pas dessus. Et ce qu'on propose aussi dans la filière, c'est des aides derrière, ça va être des documents iconographiques, à la fois grand public et pro de santé. Là, vous voyez par exemple au milieu, c'est une affiche qu'on a réalisée avec les URPS pharmaciens, justement pour les mettre dans les officines. C'est à destinée du patient ou éventuellement du professionnel de santé de première ligne. Ça récapitule les risques pour la santé du protoxyde d'azote et au verso, vous avez les coordonnées de la filière. Et derrière, nous, ce qu'on met en place vraiment dans les équipes pluridisciplinaires hospitalières, c'est les petites fiches que je vous ai présentées tout à l'heure, avec même des fiches de renseignements standardisées qui vous aident aussi à prendre les informations du patient consommateur de protoxyde d'azote. Et derrière, nous, en travaillant en filière, les patients, on les recontacte par courrier, par téléphone. On s'aperçoit que c'est le téléphone qui marche. Le courrier, ça ne marche pas. Ils ne lisent même pas le courrier finalement. Donc, nous, on a la chance d'avoir une secrétaire de filière qui rappelle chaque patient pour les suivis biologiques. Et derrière, on fait un relais. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont connectés ce soir. On fait aussi le relais avec la médecine de ville. Vous voyez, on voit un courrier médecin généraliste derrière pour qu'il y ait cette suite et cet accompagnement en ville du patient. Parce que le patient, on ne va pas le reconvoquer continuellement à l'hôpital et ça permet aussi de former le praticien. Et nous, derrière, on a un accompagnement, quel bilan faire, comment on adapte le traitement, etc. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne en termes de filière au niveau soins. Donc, là,
on fait un peu la promotion pour gagner à chaque fois des nouveaux centres de compétences en France. Donc là, par exemple, j'étais en région Grand Est la semaine dernière pour essayer de trouver un centre. Donc c'est surtout le côté pluridisciplinaire qui est hyper important. On fait des formations. Là, je vous fais le webinaire ce soir, mais là, en début d'après-midi, on avait un autre webinaire plutôt sur les enjeux urgence et neurologie. Donc, on a une équipe comme ça d'experts qui régulièrement font des interventions. Donc voilà, c'est un peu à chaque fois pour dire soutenir l'association, parce que aujourd'hui l'association c'est à la fois des axes de prévention, donc on essaie de dynamiser un peu nos formations par des webinaires comme on pouvait le faire ce soir, implanter le parcours de soins et surtout l'axe recherche qui est aussi une des priorités pour moi, parce que tant qu'on n'aura pas de marqueur efficace de la consommation de protoxyde d'azote, alors déjà peut-être qu'on ne nous remboursera pas les paramètres parce qu'ils ne sont pas spécifiques. Ce sera peut-être un argument aussi de la HAS, parce que je pense qu'il y a une tendance à de moins en moins rembourser. Donc, il y a aussi une volonté forte de trouver quand même quelque chose de spécifique qui pourra aider aux soins. Donc, voilà. Donc, je vous montre une partie de l'équipe en photo ici, parce que je les remercie tous. Je les représente ce soir. Je remercie encore une fois l'URPS. Et voilà, nous sommes ouverts aux questions. Je pense qu'il y a de la phase expérimentale qui va être présentée là maintenant. Justement, merci beaucoup Guillaume, c'était très clair. Justement, une question de Dr Portier qui demande à partir de quelle quantité le patient développe une symptomatologie en consommation chronique. Est-ce que tu as cette information? Alors non, nous ne l'avons pas parce que nous ne savons pas aujourd'hui. Parce qu'on a certains patients qui vont être des consommateurs massifs, mais vraiment massifs, qui vont avoir quasiment aucun signe clinique, si ce n'est aucun. Et on a d'autres qui nous ont déclaré des consommations plus occasionnelles, en fait, et qui ont des symptomatologies plus graves. Donc, l'hypothèse, c'est vraiment de la susceptibilité individuelle. Je vous l'ai montré un peu rapidement. On agit sur le métabolisme, mais aujourd'hui, on a tous un métabolisme différent, en fait. Donc, peut-être que moi, j'ai besoin de plus de vitamines que vous pour fonctionner. Ça va être un peu pareil sur le protoxyde. Donc, peut-être qu'un peu de protoxyde aura des conséquences plus graves chez un patient parce qu'il va avoir ce qu'on appelle des mutations, des polymorphismes génétiques. Donc, ça, c'est vraiment au stade recherche inconnue, mais voilà, il n'y a pas de relation dose-effet bien déterminée, même si dans la littérature, des fois, on voit ça, mais c'est un peu biaisé parce que c'est sur que des populations hospitalières qui sont gravissimes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas parce qu'on en consomme peu qu'on n'aura pas de conséquences, et on en a malheureusement certains qui nous ont déclaré. Alors, c'est toujours du déclaratif, attention à ce niveau-là, mais pas l'air d'être des gros consommateurs addicts et qui ont quand même des conséquences. Et à l'autre côté, là, on a vraiment des consommateurs addicts très importants, ça on le sait. Et là, ils sont nickel sur le plan neuro et vascule. Merci. Pendant que je t'écoutais, en fait, je me disais, mais donc, du coup, nous, les médecins généralistes, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je pense que là, ce que j'entends, c'est que notre rôle principal, là, pour l'instant, c'est de repérer. C'est de poser la question pour pouvoir dépister nos patients qui en consomment, éventuellement commencer à les alerter sur les dangers. Mais comme l'homocystéine n'est pas remboursé, je pense qu'il faut qu'on les envoie. Et du coup, moi, demain, j'ai un patient qui est consommateur. Est-ce que je peux l'envoyer quelque part chez toi, au CHU? Comment est-ce que ça se passe en pratique? Est-ce que tu saurais… Alors, oui et non. Oui, quand vous êtes dans la métropole lilloise proche du CHU, on a un centre de prélèvement, vous pouvez nous adresser des ordonnances. Et c'est peut-être pas terrible de ce que je dis, mais effectivement, c'est pris en charge par l'hôpital, vu que c'est quelque chose qui se fait dans le centre de prélèvement. D'ailleurs, il y a des abus sur ça, pas sur le proto, mais sur d'autres types de bilans de complaisance où on voit des gens débarquer au CHU le samedi, dimanche pour faire ce type de bilan biologique. Mais sur le proto, oui, et ça nous est arrivé. On a déjà eu des médecins dans la métropole lilloise qui ont fait ça. Après, quand c'est plus loin, nous, on est un peu désarmés. Alors, soit on a le centre de compétences assez proche, donc ils vont au centre de compétences, donc c'est-à-dire à l'hôpital, et là, ils peuvent bénéficier du bilan proto, etc., parce qu'on a mis quelque chose en place. Mais c'est vrai qu'on a eu le cas, par exemple, avec des patients dans le sud. Je ne sais pas, je crois qu'aujourd'hui, on n'est que sur la région Hauts-de-France. Mais on n'avait rien d'autre à leur dire que il faut aller aux urgences en fait, parce que nous on peut rien vous proposer aussi aujourd'hui parce qu'on n'a pas de centre là-bas formé. Vous irez aux urgences, vous leur donnerez éventuellement notre numéro de téléphone, ils nous contacteront pour la prise en charge. On ne va pas donner un flyer aux patients en disant bon c'est ça le bilan biologique, faut faire ça, faut quand même avoir des suites, des soins d'accompagnement. Mais aujourd'hui effectivement
la plupart des CHU, non, tous les CHU, hein, ça je mettrai ma main à couper, ont le dosage au moins de l'homocystéine. L'acide méthylmalonique, c'est un peu moins sûr. Donc nous, on travaille par exemple le CHU d'Amiens qui dispose du dosage de l'homocystéine. Je réponds déjà à la question dans le chat, mais qui ne dispose pas de l'acide méthylmalonique. Donc du coup, ils nous les envoient. Donc on a un centre à Amiens où on travaille très bien. Donc effectivement, là-dessus, alors on va se dire que il faut contacter le centre en disant bah voilà, j'ai un patient, je vais vous envoyer des prélèvements pour qu'au moins il sache, et peut-être que le centre de compétences à ce moment-là vous enverra, moi ce que je fais en tout cas, on vous envoie la fiche clinique, on vous envoie l'ordonnance standardisée pour le bilan biologique, ce qui évite d'oublier un marqueur, etc., ou d'oublier de poser une question au patient. C'est vraiment l'intérêt. Nous, le site web, il y a un numéro de téléphone. Alors, bon, la secrétaire, c'est sur les heures ouvrables, hein, bien sûr, mais voilà, on répond généralement assez vite hein, pour accompagner. Des fois même, on dit au patient, bah écoutez, vous dites qu'il y a un numéro de téléphone, et le patient il arrive, et au médecin, vous appelez ce numéro, et après on les a en ligne pour les accompagner. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça effectivement. Et après, c'est la suite. Il y a le repérage, et on nous contacte, et après, c'est la suite, bien sûr. C'est tout le suivi du patient. Parce qu'aujourd'hui, tous les patients ne devront pas aller voir un neurologue systématique. Enfin, de toute façon, vu les délais de consultation, c'est un peu compliqué. Il y aura et la plupart du temps, ça peut être assez simple. Nous, on regarde la biologie, on regarde l'acide méthylmalonique, on regarde l'homocystéine, on vous dit, bah voilà, là, il faut rajouter la B9, là, il faut rajouter la B12, on va mettre tel ou tel traitement. Donc, on a quand même standardisé pas mal de courriers comme ça hein, de suite. On travaille avec le secrétaire, hein, comme ça, fort heureusement, on n'a pas 1000 demandes par semaine, sinon ça serait pas possible. Mais pour l'instant, on arrive à fonctionner comme ça. Merci beaucoup, Guillaume. J'avais encore des questions à te poser, mais je vois que l'enregistrement a démarré depuis 58 minutes. Ça veut dire que si on veut respecter le délai du webinaire, on va devoir passer un petit peu à la suite, enfin à la fin. Ça va être rapide, rassurez-vous. Pour y penser, pensez-y aussi avec juste des paresthésies. Notamment des jeunes qui arrivent avec des paresthésies, c'est assez... faut y penser. Les troubles de l'érection aussi, on nous a beaucoup rapporté. Oui, mais les troubles de l'érection, ils en parlent souvent un petit peu moins. Mais bon. On ne sait jamais. Comment faire pour avoir des flyers? Faut nous contacter et puis on voit ce qu'on fait parce qu'il y a différents types de flyers. Il y a les flyers, on va dire, grand public associatif qu'on met facilement. On a eu la question aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je réponds. Par contre, les flyers plus pro de santé, là, on va moins les donner comme ça. Faut au moins un minimum d'informations avec ça. Donc, le mieux, c'est de nous envoyer un mail, enfin, sauf si peut-être qu'on fera quelque chose en place avec l'URPS hein, pour faire un relais plus spécifique sur la médecine de ville. Mais effectivement, je pense que voilà, suffit de nous contacter. Alors pour la salle d'attente, ça c'est sympa. Vous nous envoyez un mail, ça, il n'y a pas de souci. On vous en envoie une vingtaine et ça fait un peu de prévention. Et on va même travailler sur des affiches. Donc ça pourrait être pas mal, François, éventuellement, de voir comment on peut faire ce relais, nous, entre l'association et les médecins traitants pour les affiches et les flyers. Il y a des notes qui sont prises là en ce moment à côté de moi. Donc voilà. Est-ce que la consommation est facilement reconnue par les jeunes ou plutôt cachée? Moi, je peux parler un peu de mon expérience. Du coup, rapidement, j'ai une bonbonne au cabinet puisque justement j'avais fait une journée, ce qu'on va vous proposer en expérimentation, je l'avais fait et du coup j'ai gardé une bonbonne au cabinet. Et assez facilement, il y a des patients qui me disent bah alors docteur, on se fait des petits ballons et donc comme en général les gens sous-estiment la dangerosité du protoxyde, ils ont plutôt tendance à pouvoir en parler plutôt facilement. Après, souvent c'est pas eux, hein. C'est leurs copains. C'est jamais eux, c'est plutôt leurs copains. Mais après, on peut passer en disant bah ouais, bah pour ton pote, tu peux lui dire que quand même il y a des dangers parce que si, parce que ça. Donc voilà. Ce qu'on vous propose, et encore merci Guillaume parce que c'était comme d'habitude hyper clair, hyper drôle. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette présentation. On vous propose une expérimentation si vous en êtes d'accord. Donc voilà, si vous êtes volontaire, ce serait, on a toujours un problème du coup pour quantifier le phénomène en ville. On voit les bonbonnes, on voit les cas graves aux urgences, mais on a un peu de mal à savoir exactement quel est le pourcentage de gens qui en prennent dans nos patientèles. Et pour ceux qui seraient volontaires, on vous proposerait sur une journée de remplir un court questionnaire
Donc, on va faire le plus court possible pour pas avoir un impact négatif sur vos journées qui sont déjà très, très, très chargées. Et pour interroger en systématique tous les patients, quel que soit leur profil, pour justement quantifier un peu ce phénomène. On a plutôt l'impression que c'est plutôt un public jeune, mais parfois on peut être surpris avec des gens, comme le disait Guillaume, qui arrivent plutôt du côté de l'algologie ou ce genre de choses. Et donc, on aimerait bien savoir un petit peu ce que on voudrait des volontaires pour pouvoir le quantifier un peu en ville. Et on se propose aussi de moi, je suis pas pour vous, mais ça m'arrive assez souvent de participer à des études, plus que des thésards qui me demandent des trucs. J'y pense, premier patient, deuxième patient, le troisième, il a un truc un peu complexe, il y a une consultation d'annonce. J'ai oublié le questionnaire pour toute la journée. Ça, c'est systématique. Et ce que j'avais trouvé comme moyen pour le protoxyde pour y penser, c'était de récupérer une bonbonne. Donc, j'étais allé courir, j'en avais récupéré une au parc juste à côté de chez moi. Et je l'avais laissée sur le bureau, comme je vous le disais. Et du coup, ça me permettait de le voir la bonbonne et d'y penser à chaque fois. Et donc, voilà, on vous propose entre le 18 novembre et le 22 novembre, pour ceux qui en seraient volontaires, de choisir un jour pour l'expérimentation et de poser des questions à tous vos patients avec ce questionnaire qu'on est en cours de finalisation. Donc là, si je ne me trompe pas, Anissa, tu as un sondage proposé. C'est ça. Donc, est-ce qu'il est bien apparent? Donc, dans la rubrique sondage, vous devez voir, du coup, souhaiteriez-vous participer à l'expérimentation? Vous pouvez y répondre. Donc, en fait, il suffit d'y répondre et nous aurons, en fait, du coup, vos coordonnées pour vous recontacter. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien vu, hein, tout le monde n'est pas trop geek, en bas à droite, il y a l'onglet lien, participants, sondage, questions et chat. Donc, vous avez dû avoir une petite pastille rouge qui s'est mise sur l'onglet sondage. Hop, je vais regarder un petit peu. On n'a pas trop de... Ah, ça, bon, voilà. Parce que voilà, moi, j'ai pas le visuel, c'est pour ça que je peux pas voir. Bon, bah, je vous remercie. Et du coup, dans la même idée, je vais vous remettre un autre sondage par rapport à la proposition du coup du Dr Loez, dans la mesure du possible, si vous souhaitez du coup avoir aussi une bonbonne du coup vide de protoxyde d'azote. Donc, je vous publie tout de suite le sondage. Vous l'avez bien reçu normalement. Elles sont certifiées vides, ça va? Oui, on va aller à la pêche en fait. Bon, en même temps, on envoie rapidement hein, sur les voies rapides, tout ça. Donc, on va essayer d'en récolter vide. Je vous remercie en tout cas. Donc là, je vais vous soumettre. Je vous remercie Dr Grish de votre présentation et Dr Loez aussi de la présentation sur cette partie quantification. Au cas où, si vous n'avez pas eu le temps de répondre au sondage, n'hésitez pas à me recontacter par mail sur l'invitation que vous avez reçue. Il y a mes coordonnées par mail. Et je vais vous soumettre du coup dans l'onglet chat, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction qui prend à peine 2 minutes. Donc voilà, ça nous permettra de voir un petit peu, de recueillir vos avis sur ce webinaire et du coup voilà, de nous améliorer si besoin aussi pour d'autres webinaires. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je vous laisse du coup remplir le questionnaire de satisfaction dans l'onglet chat, hein, il est apparent. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse quelques minutes du coup pour reprendre le lien et puis je couperai dans 2 minutes le live. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci Dr Grish et merci Dr Loez. Merci, une bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.